Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste. On va continuer nos enseignements sur la théorie, sur la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. Donc, on a déjà vu les 4 grandes questions. On se souvient de ça? Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Et où irai-je après ma mort? Donc, on avait les réponses à ça définitivement. On va passer ça vite. Donc, définition du mot science, qui est une connaissance assurée par l'observation des éléments. Donc, si tu peux pas l'avoir observé ou minimum de façon répétitive, eh bien, c'est pas très scientifique. À ce moment-là, ça ne répond pas à la définition même du mot science, qui veut dire science. Le mot science, connaissance, connaissance sur science. Et il y avait, au niveau du mot évolution, lorsque quelqu'un te dit est-ce que tu crois à l'évolution, moi, ma réponse est toujours oui. De laquelle parles-tu? Parce qu'il y en a 6, donc, et une seule est scientifique, donc observable, et on peut voir ça de façon évidente. Les autres, que ce soit l'évolution cosmique, telle le Big Bang, l'évolution chimique, l'évolution stellaire ou planétaire, l'évolution organique ou la macroévolution, qui est exemple un poisson qui donne un serpent, qui donne un oiseau, etc. Ça s'est jamais vu. Et on n'a aucune évidence de ça, même dans les fossiles ou peu importe géologiques. Il y a zéro évidence que quelque chose d'une nature est devenu d'une autre nature. Autrement dit, une chatte va toujours donner naissance à des chats, ça va rester dans l'espèce des félins, ça deviendra jamais du canin. Eh bien, il y a le seul qui est vraiment une science, c'est la microévolution, qui est une adaptation selon l'environnement, selon le climat, etc., des certaines espèces qui sont similaires. Ou, exemple, on peut remarquer, comme j'avais donné l'exemple, une tourterelle, une colombe et un pigeon, c'est la même espèce d'oiseau. Ils roucoulent les trois. Donc, ils se sont adaptés différemment, mais définitivement, ils ont un ancêtre commun. Donc, 2 lois qu'on avait vues, on avait vu les 2 lois de la thermodynamique. La première étant la première loi de la thermodynamique, qui est rien ne se crée, rien ne se perd, tout finit par se transformer. Donc, le Big Bang, il ne répond pas à la première loi de la thermodynamique, qui est vraiment de la science. Donc, la thermodynamique, c'est vraiment quelque chose de scientifique. Donc, rien ne peut pas devenir quelque chose. Puis, dans le cas de l'évolution, la théorie de l'évolution, ben, le Big Bang, au début, il n'y avait rien, c'était le néant, rien devenu quelque chose, et tout était emprisonné dans ce quelque chose qui a tourné, chauffé, explosé, il y a eu de l'expansion, etc. Donc ça, c'est une affaire, un rien qui est devenu quelque chose. Puis la deuxième fois qu'un rien est devenu, non seulement rien ne peut pas devenir quelque chose, mais les autres, c'est 2 fois. C'est qu'éventuellement, sur la Terre, il n'y avait pas de vie. La vie est apparue. Donc, encore une fois, rien, une deuxième fois est devenu quelque chose, à force d'avoir de la pluie sur des roches. Ouais. Fait que la deuxième loi de la thermodynamique, est-ce que quelqu'un se souvient? C'est qu'avec le temps, tout tend à se détériorer. Donc, avec le temps et l'énergie, tout se détériore. Mais la théorie de l'évolution est complètement contraire à la deuxième loi de la thermodynamique, qui est vraiment une loi scientifique, observable et répétable. Donc, on peut voir ça partout. La deuxième loi, la deuxième loi de la thermodynamique, c'est tout tend à se détériorer avec le temps. Donc, tandis que la théorie de l'évolution, c'est si tu ajoutes bien du temps, millions of years, bien des millions, des milliards d'années et de l'énergie, ben tout va évoluer. C'est exactement le contraire qu'on peut observer. Donc, tout se détériore. Big spin, Big Bang, Big Crunch. C'est quoi? Big mensonge. Dans 2 Pierre 3,10, on a vu que ça nous parle que les éléments éventuellement sur la Terre seront embrasés, dissous. La Terre, avec ses œuvres en elle, sera entièrement brûlée. Et on a vu que ça, c'était le Big Burn. Donc, le Big Burn de Dieu qui s'en vient. Il y a eu le Big Déluge, il va y avoir le Big Burn, parce que Dieu a dit qu'il ne détruira plus jamais la Terre par l'eau. Donc, mais il n'a jamais dit qu'il ne le fera pas par le feu, au contraire, il va le faire par le feu. La Pangée, la dérive des continents, donc on a vu que ça ne fait pas vraiment de sens. Les continents ne flottent pas, les continents sont déjà attachés les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a déjà eu plus de terre et moins d'eau? Bien évidemment, donc on va voir ça probablement en rentrant dans les détails du déluge. Donc maintenant, on voit des failles dans la terre, etc. Donc, il y a plus d'eau sur la terre, probablement moins de terre habitable. Et on va éventuellement voir ça, mais il manque des pays quand tu regardes la Pangée. Donc, faut truquer, faut trafiquer ce que ça a de l'air pour arriver à cette théorie.
Moi, j'y crois pas, à la Pangée. Je crois qu'encore une fois, si tu enlèves l'eau, il va y avoir de la terre en dessous et que les continents sont attachés les uns aux autres. Donc, c'est sûr que ça bouge, mais pas au niveau de ce que ça offre, ce que la Pangée propose. Donc, les auréoles de granit. Donc, on remarque que les auréoles de granit ont ce qu'on appelle le polonium 218. Polonium 218, tu peux observer scientifiquement avec un calcul. C'est sûr que c'est mitigé parce qu'il y a des débats là-dessus, parce que ça prouve encore une fois une création spontanée, que ça a pris environ moins de 3 minutes pour créer le granit, qui est la pierre de fondation de la Terre, finalement. Donc, quand on voit ça, donc on en voit du microscopique. Donc, il n'y a pas de fragments. C'est comme dans de la roche, des auréoles. Ça, pouf, c'est instantané. Là. C'est pas fragmenté. C'est comme des bulles qui sont créées instantanément dans de la roche. Tandis qu'ils disent que la roche a des millions d'années, ben, ce qu'on voit, c'est que ça s'est formé en 3 minutes et moins, selon des calculs. L'âge de la Terre, on a vu ça qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs stipulations là-dessus, mais aujourd'hui, on est à 4,5 milliards d'années. Donc, c'est parti de temps de 70 000 ans. Après ça, ils sont rendus jusque-là. Donc, l'apparition de la vie sur Terre, qu'est-ce qu'on a vu? Que la première forme de vie, que selon la théorie de l'évolution, est nulle autre que la bactérie unicellulaire. Qu'est-ce qu'on a vu de ça? Ben, il y a 2 types de bactéries unicellulaires, en fait, qui sont 2 types de bactéries unicellulaires, mais c'est des formes de vie complexes. Donc, c'est la forme de vie la plus simple, mais la forme de vie la plus simple est complexe. Fait que non seulement que rien n'est devenu quelque chose, mais rien n'est devenu quelque chose de complexe. Donc, tu as la protophyte qui est une cellule végétale et tu as la protozoaire qui est une cellule animale, qui sont comme comment qu'une protophyte est devenue une protozoaire ou vice-versa. Puis, ils ont mangé quoi? Puis, ils se sont produits avec qui? Tu sais, ça n'a fait aucun sens. Aucun sens. Donc, il y a plus de chance. Moi, l'affaire, c'est que j'ai pas assez de foi pour être un athée. Ma seule option, c'est de croire en Dieu puis la création. Parce qu'il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Donc, une petite bactérie qui devient tétard, qui devient une étoile de mer, un poisson, un autre serpent, un crocodile, un dinosaure, un dragon, un gorille, un singe, un homme de Néandertal. Ben, tout ça, ben, c'est pas de la science, c'est de la doctrine. C'est de la religion, tout simplement. Il n'y a rien de ça qui est observable, il n'y a rien de ça qui est prouvable. Et le tout descendant d'une roche qui a eu de la pluie dessus pendant des millions d'années. Et oui, ça, c'est grand-papa Caillou. Hein? Pas d'allure. Encore une fois, j'ai pas assez de foi pour croire à ça. Donc, les légendes du déluge, on a vu ça. Donc, il y a des histoires du déluge global qui viennent de partout. Il y a au moins environ plus de 500 histoires à travers le monde, puis des nations, puis des tribus concernant des déluges. Donc, comment ça qu'il y a 500 histoires de déluges à travers le monde? C'est bien bizarre, cette histoire-là. Des civilisations telles que la Chine, la Babylone, la Russie, la Syrie, l'Amérique, la Hawaï, la Scandinavie, la Polynésie, le Brésil, les Cris, les Cherokees, au Pérou, les Esquimaux, en Australie, les Montagnais, qui sont des tribus canadiennes. Donc, tout le monde a sa petite légende. Fait que c'est un bon résumé. Parfait. On va y aller avec la prochaine. Yes! On va continuer avec un petit peu les légendes du déluge. Donc, quand je parle de légendes de déluge, vous allez voir aussi qu'il y a des ramifications intéressantes. Un des langages les plus vieux, c'est le sanskrit indien. Donc, en Inde, il y a longtemps, un homme du nom de Manu, pendant qu'il se lavait dans une rivière, sauvant un petit poisson de la bouche d'un plus grand poisson. Et le poisson dit à Manu, si tu prends soin de moi jusqu'à ce que j'ai complètement grandi, je te sauverai des choses terribles à venir. Le poisson dit à Manu qu'un grand déluge viendrait bientôt détruire toutes les choses sur la terre. Le poisson grandissant est devenu un gacha, qui est l'un des plus gros poissons du monde. Le poisson instruisit Manu de bâtir un grand bateau, puisque le déluge approchait bientôt. Lorsque la pluie commença, Manu attacha une corde autour du poisson. Le poisson guida ainsi le bateau. Toute la terre fut couverte par l'eau. C'est bizarre. Toute la terre fut couverte. Un gars, un bateau, un déluge. Quand les eaux baissèrent, le poisson menait le bateau de Manu au sommet d'une montagne. Il y a quand même des liens, là, on sait bien que c'est légendaire, mais il y a quand même des ramifications qui ressemblent au déluge de Noé. Quand c'est
des légendes qui sont transportées de bouche à oreille, c'est évident que ça va changer éventuellement dans le temps et dans le langage. Puis avec les cultures, puis etc., toutes sortes de raisons. Donc, le déluge et ses légendes. Donc, voici quelques-unes des différentes régions où se trouvent des légendes de déluge similaires aux récits bibliques. Donc, les îles d'Adaman, je ne sais même pas c'est où. Asie mineure, donc il y a la Turquie d'aujourd'hui, les Aztèques, trop long, fait que bang. Fait que toutes ces places-là. Minimum. En Russie, Lituanie, Italie, Inde, Hawaï, îles Fidji, Grèce, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Islande, les Esquimaux, l'Égypte, les Montagnais, les Cris, la Chine, la Tanzanie, le Vietnam, etc. Donc, toutes des places qui ont des légendes similaires à celles du déluge de Noé. Parmi 41 légendes venant de différentes nations, nous avons relevé ces similarités. Destruction par un déluge, 41 sur 41. Survie de quelques humains, 38 sur 41. Sauvé par un bateau, 36 sur 41. Destruction universelle, donc globale, 24 sur 41. Une famille seulement a survécu, 15 sur 41. Et on continue. Le déluge causé par la transgression des hommes, 14 sur 41. Le déluge est venu par un décret divin, 10 sur 41. Relâchement d'un oiseau, c'est quand même beaucoup, là. 9 sur 41. Animaux aussi sauvés par le bateau, 8 sur 41. Amérissage du bateau dans les montagnes, 6 sur 41. Donc, au minimum, 6 sur 41 sont vraiment on point. Donc, le nom de Noé. S'il y a autant de légendes de déluge, peut-on retrouver le nom de Noé dans ces récits? Le sanskrit, comme je disais, qui est un des langages les plus vieux du monde, donc le langage de l'Inde ancienne, est un des langages comme étant connus comme les plus vieux. En accord avec cette légende, on vous a parlé tantôt de Manu, était l'homme qui a bâti un bateau qui a survécu au déluge. Donc, légende de Manu. Ma est un ancien mot qui veut dire eau. Dans le langage sanskrit, Manu est devenu le terme utilisé aujourd'hui qui veut dire humanité. Vous allez le reconnaître tout de suite. Hein? Le terme man, qui veut dire homme, il tire sa souche, sa provenance de Manu ou humanité, man. C'est bon? Le nom Noé. On retrouve tout ça, Noé. L'homme le plus ancien selon les tribus et légendes germaniques s'appelait Manus. Manus était aussi le nom de Noé dans l'ancienne Lituanie. Weird. Hasard, je ne crois pas. Dans l'hébreu, Karat signifie la région de l'Arménie. Le préfixe Ar veut dire montagne. Donc, Ar-Karat, Ararat. Le mot Ararat appartenait autrefois aux Arméniens. Dans Genèse 8.4, au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le nom arménien veut dire la montagne de Méni. Manu, Méni, Man. Arménie. Arménie, la montagne de Méni. Amen. Arménie. Non, mais c'est intéressant. Voyons, non, c'est pas du hasard, là. C'est assez répandu comme ça. Ça vient de quelque part. Le nom de Noé, le fondateur légendaire de la première dynastie d'Égypte, s'appelait Ménès. Il est dit que Minos fut le premier homme de la Crète. Pas bien? Dans la Grèce antique, Minos était le fils du dieu suprême Zeus. Il est dit qu'il mourut par des eaux bouillantes. Dans la flotte. Dans l'Afrique ancienne, le roi du Congo était appelé Mani Congo. Plus tard, Mani devint un titre honorable donné aux dirigeants du pays, non Noé. Au Japon, Manu est devenu Maro. En tradition, ce nom est inclus dans la plupart des navires japonais. Bizarre. La mythologie chinoise enseigne que Akodomaru est venu du ciel pour enseigner aux hommes comment bâtir des bateaux. Eh bien, parle-moi de ça. En japonais, Maru veut aussi dire un refuge ou un endroit de protection, tel une arche. Toujours le nom de Noé. Parmi les Amérindiens d'Amérique du Nord, Manu est devenu Mines, ce qui veut dire eau pour les Sioux. C'est quelque chose qui pense Mines. Dans cette racine que tire leur nom, plusieurs régions sont connues telles que Minneapolis, ça veut dire cité des eaux. Minnesota,
Le ciel d'eau bleue. En a-tu un autre? Manitoba. Le Manitoba du Canada, prairie des eaux. Regardez comme il y a de la flotte au Manitoba. Donc, c'est le déluge qui a fait ça. On le dit, écrit dans la Bible. Le nom de Noé, en sanskrit toujours, le mot Naou veut dire bateau. Il est plus tard passé dans notre langage, d'où sont les mots nautiques et nausée, qui veut dire malade en mer. Les Sumériens, ancienne Babylone, appelaient l'arc-en-ciel le grand arc d'Anu. Les premiers peuples à avoir habité le Japon étaient les Ainu. Donc, c'est tout des dérivés éventuellement. Comme je dis, là. On passe à d'autres choses. Les Égyptiens ont développé leur écriture, que nous appelons des hiéroglyphes, tôt après le déluge. Leur symbole pour signifier l'eau était une sorte de ligne formant une vague qui, lorsque l'alphabet fut développé, devint la lettre M. Nous retrouvons aussi l'évidence de la connaissance des récits de la Genèse dans l'écriture d'une civilisation ancienne, les Chinois. On peut à peu près 5000 quelques années d'histoire. Donc, le signe pour vaisseau, plus le signe pour 8, plus le signe pour montagne ou embouchure, ou peu importe, là, des fois, le signe peut avoir plusieurs significations. On peut dire bateau. Donc, vaisseau, 8, montagne. Pas sûr que... tu pourrais me dire que ça veut dire sauce soya, je te croirais, mais tu sais, je veux dire, il paraît que c'est ça. Donc, c'est ça pour ce soir.